Bonjour, ça va bien, Stéphanie? Ça va, super. Je suis ravie de te rencontrer dans mon QG. On est au Parc Monceau à Paris. Ton QG? C'est mon QG, parce qu'en fait, voilà, il y a la nature et j'adore la nature. Ouais, ben, je suis certain qu'il y a des QG beaucoup plus superficiels que celui-là, parce que c'est exceptionnel. C'est vraiment... on sent vraiment l'énergie dès qu'on arrive. Là, donc... Il est calme, on a la chance d'avoir le soleil en plus. Ça fait un petit clin d'œil au Canada. Oui, exactement. Beaucoup de verdure. Alors moi, je te reçois dans le cadre de mon émission Pourquoi pas vous. En fait, je vais à la rencontre des gens qui ont réalisé leurs rêves et il me semble que tu fais partie des gens qui sont épanouis et qui font ce pourquoi ils sont faits. Mais en fait, avant qu'on parte de ton rôle de conférencier, coach qui est reconnu internationalement aujourd'hui, je voudrais qu'on reparte du point de départ, donc on fait un retour arrière. Oui. Et que tu me dises déjà, est-ce que tout petit, tu te disais plus tard, je vais être coach, conférencier, je vais aider les gens, ou est-ce que tu te souviens en fait de ton rêve d'enfant? En fait, non. Lorsque j'étais jeune, moi, je rêvais de devenir un joueur de hockey professionnel, donc c'était vraiment ce qui m'habitait. Surtout parce que le hockey était devenu un échappatoire, parce que dans le système scolaire, ben, ça ne me réussissait pas du tout. Moi, j'ai été cet enfant-là ou l'adolescent qui a été étiqueté probablement toutes les étiquettes qui sont inimaginables, que ce soit la dyslexie, la dyscalculie, trouble d'apprentissage, trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Certains n'étaient pas nécessairement diagnostiqués, mais c'était assez évident que je ne pouvais pas cadrer dans la boîte scolaire. Donc, mon rêve d'enfant était quand même le hockey, où est-ce que je pouvais m'épanouir, le monde sportif. Mais tout ça est devenu quand même assez problématique à l'adolescence parce qu'évidemment, je n'arrivais pas à répondre aux exigences que la société met sur notre chemin très souvent, qui est de bien réussir ses études. Et à 16 ans, j'ai eu une enseignante qui a quand même assez été déterminante pour moi dans mon rêve à moi et dans le rêve que je fais maintenant aujourd'hui. Qu'un jour, elle m'a pris de côté parce qu'évidemment, j'étais devenu j'étais une totale distraction dans les classes. J'étais souvent dans le bureau du directeur d'école en train de me faire octroyer des conséquences. Et un jour, elle m'a pris après un cours et elle a dit « Tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas les talents pour réussir dans le système scolaire que tu n'as pas de talent. » C'est bien, c'est rare. Ouais, c'est rare. C'était énorme. Et c'est elle qui m'a vraiment dit « Tu sais, tu fais le clown, le comique dans la classe. » Et elle a dit « Pourquoi que tu n'écouterais pas dans ma classe et à la fin, je vais te donner du temps pour t'exprimer, pour faire rire les... Bon, peu importe. » Et elle m'a même parlé d'un concours qui s'appelait Orateur éloquent. Et elle a dit « Ça, c'est ton don. » Et elle dit « Tu pourrais te pratiquer. » Elle a dit « Moi, je te coacherais. » Et je me suis présenté à ce concours-là d'art oratoire. Je suis arrivé deuxième. Donc, je n'ai pas gagné, mais à 16 ans... T'as senti quand même qu'il y avait... C'est qu'à 16 ans, c'était la première fois que quelqu'un me faisait gagner dans le système scolaire. Parce que je gagnais très, très, très rarement, sauf au hockey. Et c'était la première fois aussi que quelqu'un du milieu scolaire me disait « Je crois en toi ». Et tes parents, par rapport à ça, tes problèmes, ils étaient dans quelle case? Ceux qui t'encouragent ou ceux qui te disent « Ah, t'es nul » ? Non, mes parents ont été exceptionnels. Ils ont été vraiment des gens qui ont été d'un amour et d'une lumière tout simplement incroyable. Même s'ils ont eu probablement beaucoup de cheveux blancs et de cheveux gris à cause de bien des trucs que j'ai faits. Donc moi, j'étais l'adolescent avec des coupes de cheveux tout simplement à faire donner des ulcères à mes parents. Il faut nous donner des photos, là. J'ai eu une coupe de cheveux avec un jeu d'échecs, là, en fait. C'était vraiment de l'entretien de haut niveau. Donc, j'avais un carré rasé, un carré avec des cheveux, carré rasé, carré avec des cheveux. Oh, tout un artiste, exactement. Donc, c'est certain que lorsque tu arrives à la maison avec une telle coupe de cheveux, c'est certain que tes parents te disent pas « Bravo, j'adore ton côté artistique ». Donc, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont toujours vraiment vu qu'il y avait un truc. Il y avait quelque chose. J'étais porteur peut-être d'une passion, d'un talent ou d'un don qui, malheureusement, n'était pas mesuré dans le milieu scolaire. Donc, mais j'ai toujours continué dans le hockey, mais par contre, je me suis mis à y mettre tout ce que je découvrais. Parce qu'à 16 ans, en fait, ça a été vraiment la croisée des chemins pour moi parce que cette enseignante-là est entrée dans ma vie, mais aussi une équipe de hockey à laquelle j'étais prédestiné à appartenir. J'ai été retranché. Mon monde s'est effondré parce que c'était mon identité. La seule identité que j'avais, c'était le hockey. Je m'identifiais au hockey, donc je m'épanouissais dans le hockey. Et là, je suis retranché de cette équipe-là à laquelle tout le monde disait que j'allais appartenir. Et pourquoi? En fait, plusieurs raisons, mais l'histoire très courte, c'est que j'étais un leader négatif. En fait, c'est que j'étais en train d'amener toutes ces limites-là que l'on m'avait accolées à la peau,
mais j'étais venu à un point où ce que je les croyais. Je croyais que j'étais ces étiquettes-là. Je croyais donc, je m'étais un peu révolté contre le système. Et l'équipe de hockey ont bien vu ça, que finalement, mon attitude n'était pas top. Alors, ils m'ont retranché. C'est là vraiment que ça a été le début pour moi du développement personnel, parce que mon père m'a acheté un livre, mon père et ma mère m'ont acheté un livre qui s'appelait « Le secret de la réussite des champions », qui avait été écrit à l'époque par un monsieur qui s'appelle François Allaire, qui était entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal. Donc, moi, je n'étais pas le type à lire un livre de développement personnel, mais puisque c'était dans le domaine du hockey, je me suis dit, exactement, je vais faire un effort. Et j'ai vraiment découvert rapidement qu'à cette époque-là, c'était clair, noir sur blanc, que j'étais un leader négatif. D'accord, donc tu t'es fermé les portes tout seul du Je m'étais fermé les portes, en fait. exactement. Donc, rapidement, ce livre-là m'a exposé, en fait, justement à comprendre que je n'étais pas les limites qu'on m'avait dit que j'étais. Je n'avais pas à devenir cela et l'opinion des autres n'avait pas à devenir ma réalité. Alors, ce livre-là, je l'ai lu et là, quelques mois plus tard, j'ai été voir mon père et j'ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais rappeler l'équipe pour leur dire que j'ai changé? Et mon père a dit non, si tu veux le faire, tu le fais toi-même. Alors, j'ai pris mon courage. À 16 ans, il faut vraiment réaliser, appeler un directeur d'équipe de hockey, bien, c'est quelque chose de très intimidant. Je l'ai appelé, ça a vraiment changé ma vie. Mais pour moi, quelque chose s'était passé dans ma tête que 1 + 1 = 2. J'avais investi en moi, j'avais lu ce livre-là et ça m'avait vraiment aidé. Parce que là, l'équipe, ils ont dit, OK, on va te donner une deuxième chance. Et pour moi, ça a été très salutaire. Donc, ils m'ont donné une deuxième chance. Et bon, ce livre-là, par contre, comme à la fin de chaque livre, il y a toujours une bibliographie où ce qu'on dit, bon, ben voici d'autres livres que tu peux lire. Oui. Alors moi, je m'y suis mis à la tâche vraiment d'une façon assez obsessive. Et je suis devenu cette personne-là de 16 à 20, 21 ans qui lisait des livres de développement personnel tout le temps. Et ça m'aidait à devenir un meilleur leader dans mes équipes de hockey. Ça m'aidait à me reconstruire, mais jamais à cette époque-là quand même que j'aurais pensé transformer cette passion-là dans une carrière de coaching, de conférencier international. À cette époque-là, c'était simplement pour m'aider moi, parce que je croyais que j'étais cassé. On m'avait tellement dit qu'il y avait peut-être un problème avec qui j'étais, avec ma personne, que c'est des livres qui me faisaient du bien. Et si ça me faisait du bien, je me suis dit, mais peut-être ça peut aider mes coéquipiers, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Donc, je suis devenu un peu lentement, mais sûrement cette personne-là qui essayait toujours d'avoir un encouragement, une petite tape dans le dos, un peu comme cette enseignante-là l'avait fait pour moi. Je me dis, waouh, c'est une tape dans le dos peut tellement transformer une vie, de faire réfléchir. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui n'auront peut-être jamais la chance de rencontrer une enseignante comme moi j'ai rencontré. Donc, là, à ce moment-là, tu te vois devenir joueur de hockey professionnel encore, et faire carrière... Exactement. Oui, exactement. Je continue jusqu'à 18 ans. Vraiment, ça va bien. Je commence à avoir une carrière assez intéressante au niveau junior majeur au Québec. Et par la suite, à 19 ans, j'arrive à un camp d'entraînement de mon équipe. Et là, c'est le début d'une année quand même assez intéressante pour moi, une année d'enfer parce que j'arrive au camp d'entraînement, ça va pas trop bien. Et je retourne à mes anciennes habitudes de leader négatif. Et là, par la suite, bon, ben c'est l'alcool, la fête. C'était vraiment incroyable à un point tel que là, en décembre, cette équipe-là décide tout simplement de m'échanger. J'arrive à une autre équipe, je me blesse et je m'en vais encore plus en enfer. Et 19 ans est une année vraiment de merde incroyable où c'est que je me suis littéralement perdu. Et à 20 ans, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick à une nouvelle équipe qui ont décidé de me donner une autre deuxième chance. Et je suis vraiment arrivé avec cette intention-là de dire merde, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais en même temps, on dirait que je m'étais constamment auto-saboté. Mais tant si longtemps, à un moment donné, qu'on n'a pas été confronté à ces auto-saboteurs-là et à voir un peu les patterns qu'on répète dans notre vie, qui nous amènent constamment des trucs qui sont vraiment de la merde, à un moment donné, ça prend une prise de conscience. Donc, à 20 ans, cette équipe-là, je suis arrivé, nouveau départ encore une fois. Et là, vraiment, ça a été un départ absolument salutaire. Tout de suite après le camp d'entraînement, on m'a nommé capitaine de cette équipe-là. Par la suite, j'ai fait 5 ans universitaires au hockey, dans une équipe pour laquelle j'ai été capitaine pendant 4 ans. Et là, ça s'est ébruité un peu dans la communauté, que les gens me disaient, bien, invite Martin Latulippe en conférence pour parler à tes jeunes. Tu vas voir qu'il y a toute une histoire, qu'il y a tout un vécu. J'y allais gratuitement, j'y allais bénévolement. Et c'était vraiment devenu un truc quasiment un peu comme naturel. Un bénévolat. En fait, les gens, j'allais faire des conférences, puis je disais aux jeunes, gars, c'est important, oui, de faire les études, mais en même temps, tes études ne vont pas définir qui tu es, que ça y aille bien ou non, ou ton comportement que tu as aujourd'hui. Tu peux poursuivre tes passions, tu peux poursuivre tes rêves. Donc, en fait, tout ce que j'avais lu, j'essayais de le livrer aux jeunes pour les inspirer, mais c'était pas rare de voir des enseignants dire, hey, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien, tu devrais peut-être considérer ça comme carrière. Là, j'étais comme, ah! Parce qu'en fait, c'est pas un choix de carrière. Ah oui. Exactement. Donc, tout ça, vraiment, il y a eu une escalade incroyable jusqu'à ma dernière année de hockey où j'ai eu la chance de représenter le Canada à titre de capitaine de l'équipe canadienne de hockey au championnat du monde universitaire qui se déroulait à Zakopane, en Pologne, où on a remporté la médaille d'argent. Et à cette époque-là,
je commençais à sonder le terrain de peut-être faire ça comme carrière. Ah, donc tu avais quand même ça qui te... Mais j'avais rencontré 2 mentors qui m'avaient dit c'est quoi ton rêve en fait. T'sais, le rêve d'enfant était maintenant plus à ma portée parce que je jouais universitaire, c'était un bon calibre de hockey, mais vraiment tu as la Ligue nationale de hockey professionnel et tu as le universitaire, donc c'était rendu inaccessible. Mais cette passion-là était tellement grandissante en moi que je leur avais dit c'est ça que je veux faire pour gagner ma vie. Et eux, ils m'avaient dit avec très grande lucidité, va travailler pendant 5-6 ans, te faire une expérience et une notoriété, et après, tu auras peut-être un peu la légitimité pour travailler dans ce domaine-là. Je dit, OK, c'est bien. Mais ils ont dit, on va même t'aider. Alors, c'était ça le plan. Par contre, lorsque j'étais en Pologne, bien là, c'est passé un événement qui, pour moi, était vraiment très marquant dans ma vie, où c'est que, bon, j'ai été victime d'un incident. C'est juste un accident, c'est que dans un jeu de routine au centre de la glace, alors qu'on jouait contre la Slovaquie, j'ai été atteint par une lame de patin ici à la gorge, qui est venue me faire frôler la mort de quelques millimètres. Et en l'espace de quelques secondes, évidemment, il faut s'imaginer que tu es à un championnat du monde, tu es le capitaine de l'équipe canadienne, tout ça est complètement surréel. Et là, tu regardes l'effigie de ton chandail, tu as à peine à voir le logo de la feuille d'érable, le sang, il y a plein de trucs qui te passent à travers la tête. Et je vous épargne bien des détails, mais bon, ils m'ont sauvé la vie. Allô, je suis en vie. Mais au retour de cette compétition-là, pour moi, c'était vraiment maintenant rendu très, très clair que je vivais sur du temps emprunté et que si jamais la mort allait recogner à ma porte, eh bien, je serais en train de vivre mes rêves pleinement tous les jours plutôt que de les remettre à plus tard. Ça, j'ai remarqué que c'est un point commun de beaucoup de gens qui ont réalisé leurs rêves, ou souvent quand ils n'ont pas le courage de le faire ou qu'il y a encore des blocages, la vie va leur mettre une épreuve, c'est souvent un accident, et qu'après, tu as une urgence de dire je profite, je fais ce que j'aime. Et il y en a pas mal quand même comme ça qui switchent grâce à ça dépend toujours de la lecture qu'on décide d'avoir. Je suis certain que je ne suis pas le seul joueur de hockey qui a reçu un coup de patin à un endroit dangereux ou un incident, mais en fait, pour moi, peut-être justement que j'étais déjà tellement porteur de ce travail-là que j'avais fait sur moi-même et les baffes que j'avais pu manger sur la gueule dans ma vie personnelle et de me faire retrancher de mes équipes sportives ou de me faire étiqueter pour toutes sortes de trucs. À la fin de la journée, c'est toujours quelle lecture est-ce que moi je fais de ça? Est-ce que je veux commencer à jouer la victime? Est-ce que je veux m'effondrer? Est-ce que je veux décider que maintenant, ce que les gens allaient me dire de ce que je devais devenir, que ça devait devenir ma réalité, ou j'utilise ça comme un tremplin? Donc, pour moi, je suis revenu avec cette idée-là de dire, bon, ben maintenant, je vais me lancer comme conférencier, auteur, coach, formateur. Même, j'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que les gens qui avaient écrit les livres que moi, j'avais lus, eh bien, ces gens-là, ils faisaient aussi des conférences et des formations. Alors, j'ai retourné voir mes mentors, je dis, OK, c'est quoi le plan? Parce qu'on le fait maintenant, j'avais la trouille, j'avais aucun sou à mon nom, j'étais un étudiant. Et ils m'ont regardé avec un peu un sourire en coin en voulant dire, regarde le jeune qui veut aller se casser la gueule encore une fois, mais ils ont aussi admiré le courage et ils ont décidé de m'aider. Et c'est de là que l'idée de commencer peut-être de faire des conférences auprès des jeunes, d'abord et avant tout, parce que je n'avais pas la légitimité d'aller faire ça dans des grandes conférences, dans des grandes organisations de renommée mondiale comme je le fais aujourd'hui. Donc, j'ai commencé vraiment à mon niveau, à mon échelle, à aller raconter mon histoire aux jeunes qui peut-être eux aussi étaient à la recherche d'identité, recherche de poursuivre leurs rêves, découvrir leur passion malgré leur peur. Et ils se retrouvaient beaucoup dans mon histoire. Et là, maintenant, ça fait 17 ans. On se retrouve à Paris. Demain, je partage la scène avec Frédéric Lenoir, un des plus grands auteurs en francophonie mondiale. Donc, tout ça, c'est un peu surréel, mais c'est un parcours qui a été certainement parsemé de beaucoup de bas. Beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Quand je me suis lancé comme conférencier, je faisais d'énormes crises d'anxiété. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais connu ça. Donc, puis même, souvent, c'est l'entourage aussi qui ne croit pas forcément en nous et qui essaye de nous dire « mais t'es quand même malade de te lancer là-dedans et il faut arriver à résister, avoir suffisamment confiance en toi pour aller de l'avant. » Oui, exactement. Puis il y a une phrase qui dit, avoir du courage, c'est pas l'absence de peur, c'est de continuer à aller de l'avant malgré la présence de la peur. Et c'est sûr que pour moi, j'ai dû apprendre à gérer ça parce que c'est un peu comme si je vivais dans une micro-société. Les gens qui sont peut-être à l'emploi d'un truc qu'ils n'aiment pas et qui ne sont pas à la poursuite de leurs rêves, il faut qu'ils réalisent qu'ils vivent dans un écosystème qui est familier pour eux, qui est peut-être rempli d'idées reçues, de croyances limitantes, ainsi de suite. Mais moi, je vivais dans un petit écosystème de sportifs de haut niveau où c'était assez facile, c'était quand même... les choses allaient quand même assez bien. Et là, je sors de cet écosystème-là et les gens commencent à me dire non. Est-ce que tu es psychologue? C'est quoi un peu ta notoriété pour parler à des enfants comme ça ou faire des conférences? Et tout le monde se sont mis à me dire non et je me suis mis à mal le gérer. Méga crise d'anxiété.
Donc, tu sais, j'ai Et est-ce que tu as des astuces, justement? Déjà, est-ce que tu as encore de l'anxiété aujourd'hui avec ton expérience, quand tu te lances des nouveaux défis? Oui, absolument. Et est-ce que tu as des astuces? Je sais pas, il y en a, par exemple, je dis tout bête, mais la sophrologie, où tu serres le poing et ça te... Tu vois, est-ce que tu as des petites clés comme ça pour, en période de forte montée d'anxiété, comment faire redescendre et à trouver le courage de continuer à y aller? Oui, exactement. C'est sûr et certain. Donc, premièrement, c'est sûr que j'ai encore des crises d'anxiété. Donc, mais maintenant, j'essaie un peu peut-être d'aller mieux les gérer, sûr et certain. Donc, par exemple, demain, je suis devant des gens au théâtre le MacMahon. Donc, c'est sûr que tout ça un peu me rend nerveux. Avec Frédéric Lenoir, je veux dire, le mec, il pourrait lire sa liste d'épicerie. Tu dirais, « Ah, c'est génial! » Alors, tellement qu'il y a un verbe tellement flamboyant, exceptionnel et éloquent. Mais pour moi, d'abord, avant tout, maintenant, lorsque je visite une crise d'anxiété, il y a certainement deux trucs que je fais rapidement. Donc, numéro un, c'est que je l'accueille. J'ai passé des années à résister mes anxiétés. J'ai passé des années à essayer de masquer mon anxiété. Et j'aime toujours faire l'analogie suivante du ballon de plage. C'est un peu comme quand on prend un ballon de plage et qu'on essaie de l'entrer en dessous de l'eau. Eh bien, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, dès qu'on a réussi à l'entrer sous l'eau, eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Et tout le monde nous voit en train d'essayer de le masquer. Et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, moi, j'aime mieux beaucoup aller dans l'accueil et dire, « Hey, maintenant, je suis en train d'expérimenter énormément d'anxiété. » Et j'essaie par la suite vraiment de le ramener et de dire, « Bien, pourquoi? » Souvent, c'est parce que je suis désaligné de ma mission. Comme par exemple, je vais peut-être plus me concentrer sur le paraître. J'espère que je vais bien paraître demain. J'espère que les gens vont m'aimer. J'espère que je vais dire les bons... On est tous dans ça quelque part. Exactement. Donc, pour moi, c'est de me ramener à ma mission fondamentale qui est le service. En fait, j'ai... D'être. D'être, exactement. Donc, j'ai pas personne à impressionner demain. En fait, tu sais, c'est de me rappeler le chemin parcouru. Jamais, il y a 20 ans, 25 ans, j'aurais pensé être au MacMahon en train de partager la scène avec Frédéric Lenoir. Donc, tu sais, c'est très important d'accueillir et de voir c'est quoi l'expérience que je fais. Évidemment, c'est sûr que je vais aller beaucoup dans la respiration parce qu'on sait maintenant que la façon la plus rapide maintenant de reconnecter avec soi, c'est la respiration. Parce que quand on est en anxiété, on est en contraction. Donc, d'être capable de retourner en expansion puis l'accueillir, c'est vraiment important. Et la deuxième stratégie, c'est de gagner en perspective. Parce que lorsqu'on est en crise d'anxiété, on est vraiment... Focalisé sur le problème. On est focalisé sur le problème. Donc, pour moi, c'est de relativiser rapidement et de revenir vraiment dans le moment présent. Souvent, je vais simplement faire l'expérience des 5 sens. Lorsque je suis en méga crise d'anxiété, je vais me poser et je vais peut-être faire un 30-45 secondes sur chacun de mes 5 sens. Donc, on pourrait le faire ici, ça serait une expérience hallucinante. Qu'est-ce que je vois? Pendant 45 secondes, j'irai vraiment dans le moment présent. Les gens ne le voient pas, mais il y a un papillon là-bas qui s'envole dans le parc. C'est tout simplement incroyable avec la verdure, les brins d'herbe un petit peu. Le papillon, c'est mon symbole, c'est un signe, regarde. En plus, vraiment? Donc, et là, une fois que j'aurais fait le visuel, par la suite, qu'est-ce que j'entends? Donc là, oui, on a les feuilles, les branches, mais on a aussi le son du vent, par la suite, le toucher, le parc. Donc, et tout ça, ça me ramène quand même dans un état de calmitude et ça me permet de refocaliser vraiment sur le moment présent, l'expérience que je fais et livrer ce que j'ai à livrer. Mais oui, ça m'arrive encore, c'est certain. Et dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Alors, je parle pas de ceux qui ont peur de réaliser leurs rêves, parce que je pense que dans tes séminaires et tout, tu donnes plein d'outils dans tes livres, etc. Mais le cas des gens qui, en fait, n'ont plus de rêve, qui ont perdu leur rêve d'enfant et qui se disent, bah, de toute façon, moi, je vois pas pourquoi j'irai à un séminaire comme ça, parce que de toute façon, j'ai même plus de rêve, qui sont résignés. Ces gens-là, est-ce que tu auras un message à leur faire passer pour retrouver l'envie d'eux et retrouver pourquoi ils sont faits, en fait? Bien, c'est certainement dangereux d'avoir une attitude comme ça parce que avec une telle attitude, c'est impossible de retrouver un rêve. C'est impossible. Donc, c'est un peu comme si ces gens-là font le vœu pieux qu'un rêve va tomber à leurs pieds à un moment donné. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre que justement, c'est beaucoup plus en se lançant à la quête, en se lançant à la découverte qu'on va découvrir peut-être qu'est-ce qui peut être notre rêve, qu'est-ce qui peut être notre destination, qu'est-ce qui peut être notre mission dans la vie. Tu vois, moi, j'adore cette analogie-là. Je l'ai toujours utilisée. Et elle est encore très, très près de mon cœur. C'est celle de Christophe Colomb. Donc, Christophe Colomb, il avait ce rêve-là de s'en aller à une destination en Inde. Il ne s'est jamais rendu là de sa vie dans les premières tentatives. Mais par contre, il a découvert l'Amérique. Mais est-ce que ça a été un loser? Il n'a pas atteint sa... J'étais au Portugal, en fait, cet été. Le monde disait... Nous, on dit, c'était un loser au Portugal, Christophe Colomb. Donc, il a dû s'expatrier, aller démarrer son voyage ailleurs. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est parti dans un voyage. Alors, si toi, tu es à la maison, tu te dis, j'ai pas de rêve, à quoi ça vaut d'aller à un séminaire, à quoi ça vaut de m'investir, à quoi ça vaut de travailler sur moi, bien, tu ne démarres même pas le voyage, donc ce sera pratiquement impossible ou certainement très difficile de découvrir qu'est-ce qui te fait vibrer. Donc, moi, tu sais, j'aime vraiment d'avoir cette croyance-là très forte que c'est pas ce que tu atteins dans la vie, c'est ce que tu deviens dans la quête
dans le voyage. Et pour moi, en tout cas, certainement, tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend dans les prochaines années. Mais une chose est certaine, c'est qu'en étant dans l'action, dans mes doutes, dans mes peurs, dans mes anxiétés, dans mes incertitudes, j'ai vraiment l'impression que je deviens un peu plus et j'apprends à me connaître un peu plus, j'apprends à mieux gérer mes anxiétés, à gérer mes peurs. Et tout ça, ça m'amène à une abondance complètement folle, tant au niveau financier, relationnel qu'auprès de mes fans. Donc, j'aurais même pas pensé avoir une page Facebook avec 250 000 de personnes qui me suivent, mais je pense que les gens ont soif d'authenticité, les gens ont soif de vrai dans l'économie d'aujourd'hui. Et justement, il faut que ces gens-là comprennent que très souvent, en faisant un pas envers la vie, c'est fou comment que la vie peut refaire un pas envers nous-mêmes. Dire oui à la vie. Oui, exactement. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir, Stéphanie. Merci de nous avoir accueillis dans ton QG. Voilà, j'ai fait une petite place. C'était génial. C'est un lieu secret, faut pas le dire. Oui, exactement. Chut, parfait. Voilà, en tout cas, vous avez entendu le témoignage de Martin Latulipe et n'oubliez pas, si Martin l'a fait, pourquoi pas vous?